Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. L'OGC Nice est toujours deuxième du classement et c'est peut-être ce qu'il y a à retenir de ce week-end. On débriefe à chaud, le coup de sifflet final vient de retentir à Francis Leblay, le temps de nous connecter pour enregistrer ce podcast. Donc voilà, c'est une émission où vous verrez, tous les chroniqueurs ne retiennent pas la même chose, donc restons factuels, et parce que ça fait plaisir de le répéter de toute façon, l'OGC Nice reste deuxième de Ligue 1 malgré ce déplacement périlleux à Brest qui reste à 3 points. Écoutez, moi je trouve que c'est déjà une bonne entame d'émission. J'aime me répéter des bonnes nouvelles, on en a connu, on a connu des saisons suffisamment difficiles. Pour parler du match quand même un peu plus en détail, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on était deuxième du classement, c'est super, vous le savez, je l'ai déjà dit 3 fois en 30 secondes, parlons peut-être un peu ballon, et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par ma charnière titulaire et pluri-annuelle, contrat longue durée. À commencer par Alric. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, un match nul satisfaisant à Brest. Et ça fait plaisir de pouvoir dire qu'on a stoppé la série de défaites qui était en cours à l'extérieur. Voilà, ça se mouille déjà du côté d'Alric, un match nul satisfaisant. Je sais que le FC Frustration qui m'accompagne, aka Jérémy, n'est pas tout à fait de cet avis. Mais bon, Jérémy, je te pose quand même la question. Comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va bien, mais ouais, j'ai plus la vision frustrée de ce match-là. Même si ça reste pas un mauvais résultat, je pense quand même qu'il y avait la place de faire un petit peu mieux. Voilà, l'OGC Nice qui du coup garde sa cage inviolée à l'extérieur, et ça c'est peut-être la principale bonne nouvelle après une série de 3-4 matchs quand même très très compliqués loin de l'Alliance Riviera, qui prend un point face à son concurrent direct pour la place de Dauphin, mais à la fois une attaque qui est toujours et encore en panne, 20 buts en 20 matchs, c'est misérable, mais dans le contenu, des nouveautés, à commencer par un nouveau système tactique, un nouvel aiglon avec Valentin Rosier. Enfin voilà, plein de choses quand même à discuter dans notre émission de la semaine. Et je vous propose peut-être de commencer par le commencement, comme d'habitude, avec le 11 choisi par Francesco Farioli. Et principale nouvelle, un changement de tactique, parce qu'au final, quand je vais vous lire la composition d'équipe, en tout cas les 11 aiglons alignés au coup d'envoi, vous allez me dire pas trop de surprises. Bulka, Lotomba, Todibo, Dante, Bar, Boudaoui, Youssouf, Thuram, Laborde, Guessant et Sanson. Par contre, j'ai cité 4 des milieux de terrain habituellement titulaires pour normalement 3 places. C'est parce qu'il y a eu ce petit changement avec une défense à 3, avec Youssouf du coup qui vient s'intercaler avec Todibo et Dante, un milieu de terrain du coup plutôt composé de Thuram et de Boudaoui, et un Morgan Sanson un peu électron libre devant en compagnie de Gaëtan Laborde, du coup un peu réaxé derrière un Evan Guessant qui tient en attendant le retour probablement de Terem Moffi, qui tient la pointe de l'attaque de l'OGC Nice. Alors messieurs, commençons tout de suite par le premier débat. Est-ce qu'il y avait besoin pour Francesco Farioli de changer son sacro-saint 4-3-3 ? De mémoire, il n'y avait eu qu'une seule exception, c'était le match de coupe face à Auxerre, mais on avait eu aussi une équipe de toute façon largement remaniée avec beaucoup de jeunes, donc on avait peut-être lié les deux événements alors que pas forcément. Là, c'est quand même l'armada du gym, en tout cas ce qu'on pouvait, je pense, aligner quasiment de mieux sur le terrain à l'instant T, que des titulaires en puissance, mais avec ce nouveau système en 3-4-2-1, 3-4-1-2, selon un peu l'animation et la possession de balle. Pour vous, c'était le moment de faire un changement ? Et si oui, est-ce que c'était le moment de faire ce changement-là ? Je ne sais pas s'il y avait besoin, mais en tout cas, une chose qui est intéressante, c'est que il a voulu peut-être créer la surprise du côté de son adversaire en proposant quelque chose de différent par rapport à ce qui avait été le cas notamment au match aller, mais aussi tout le reste de la saison. On sait que chaque équipe étudie son adversaire. Je pense que les Brestois s'attendaient à un système tactique particulier. Il a peut-être voulu proposer autre chose. C'était intéressant dans le premier quart d'heure, on va dire les 20 premières minutes. Très vite, il a opéré un petit changement, il me semble, au milieu de terrain, quand il a vu qu'il y avait 2-3 séquences qui devenaient un peu plus difficiles. Mais globalement, moi j'ai bien aimé. Au début, j'ai même eu l'impression, au tout début, que Morgan Sanson ait occupé un peu un poste d'ailier à gauche de par sa liberté. Je trouvais ça assez intéressant quand il se retrouvait en 1 contre 1. Je l'ai trouvé rapide, je l'ai trouvé vif. Ça tient pas sur tout un match, mais pourquoi pas. Moi, je suis friand de petits changements comme ça pour créer la surprise, pour voir peut-être autre chose, s'adapter. Alors, pas s'adapter à l'adversaire, mais
s'adapter à la situation en cours, non, pourquoi pas. J'ai pas trouvé ça dégueulasse en tout cas. Jérémy, on sait que le 4-3-3, c'est comme je dis, à une exception près le sacro-saint système utilisé par Francesco Farioli depuis le début de la saison. Ça sort un peu de nulle part. Ce n'est pas imposé par une cascade de blessures ou par l'intégration de plusieurs jeunes. Du coup, comment est-ce que toi tu vis ce changement ? Est-ce qu'il fallait peut-être aussi trouver un moyen de casser une dynamique très compliquée depuis quelques semaines à l'extérieur? Est-ce que ça vient de là? Est-ce que pour toi, il est temps aussi à ce moment-là de la saison, après quasiment 2/3 de cette saison, d'essayer autre chose, de montrer un peu de polyvalence au risque de devenir un stéréotype et de se faire plus facilement contrer par nos adversaires? Ouais, pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on avait cette série compliquée à l'extérieur, donc je pense que cette volonté de repasser à 3 défenseurs centraux, c'était pour essayer aussi de retrouver une certaine solidité. Après, comme toi, je pense qu'il y a ce fait aussi d'essayer de changer un petit peu tactiquement, de changer le système de jeu pour pas que les adversaires soient toujours prêts à nous affronter, on va dire. Je pense qu'il y a déjà ces deux choses-là. Et puis après, j'ai envie de dire pourquoi pas. La saison dernière, ça avait quand même bien fonctionné avec ces 3 défenseurs centraux-là. Je trouve qu'on a quand même une bonne solidité aujourd'hui avec on a quand même Dante, Todibo et Youssouf. On sait qu'ils sont solides. Ils ont tous les 3 fait leur match, on va dire. Ça s'est bien passé. Je trouve aussi que ça a bien mis en valeur Morgan Sanson dans certaines périodes du match, notamment en début de match, on l'a quand même beaucoup plus vu que d'habitude et où on a pu voir justement sa qualité technique. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est quand même bien. Après, je trouve qu'il y a malheureusement quelques joueurs qui n'ont pas été au niveau auquel on peut les attendre, malheureusement, donc ça contraste un petit peu. Mais je trouve que l'idée de changer de schéma de jeu est intéressante. Donc voilà, pourquoi pas. Dans les semaines à venir, essayer de voir un petit peu plus ce schéma de jeu. Notamment, on sait qu'avec Youssouf, on peut se permettre d'avoir des schémas de jeu différents. Donc, autant essayer d'en profiter un maximum. On valide en tout cas, visiblement. Alors bonifié par un résultat qui est peut-être frustrant, comme le dit Jérémy, mais en tout cas positif au classement et qui met fin à une délicate série à l'extérieur, encore une fois, pour l'OGC Nice, à voir dans les prochaines semaines. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il est nécessaire de cultiver une certaine pluralité des systèmes tactiques si on veut encore un peu surprendre nos adversaires, nous adapter à eux et puis peut-être s'adapter aussi aux forces en présence dans l'effectif niçois qui a un peu changé, on sait, avec les arrivées notamment de Valentin Rosier et de Mohamed Ali Chaud, mais on en parlera si vous le voulez bien un peu plus tard dans l'émission, puisqu'ils sont rentrés tous les deux en fin de match. Mohamed Ali Chaud qu'on a quand même déjà entreaperçu sur plusieurs sorties, Valentin Rosier qui fêtait en quelque sorte sa première apparition en rouge et noir, bien qu'en bleu, mais voilà, on en parlera quand on décortiquera aussi la fin de match. Je voulais qu'on reste encore quelques instants sur ce changement tactique, puisque voilà, tu le disais Jérémy, ça a peut-être mis en valeur certains joueurs, à commencer par Morgan Sanson, d'autres ont eu un peu plus de mal. Commençons peut-être par ce qui a bien marché. En fait, en préparant l'émission, je notais un peu les sujets que je voulais évoquer. L'un des commentateurs de Canal+ disait que Morgan Sanson, c'était un peu le baromètre de cette équipe niçoise. Alors, je sais pas si on peut tout à fait rejoindre ces propos-là, mais en tout cas, ce à quoi j'adhère, c'est que sur ce début d'année 2024, à chaque émission, en réalité, on a fait quand même un gros focus sur le milieu de terrain et sur le fait que des fois le milieu de terrain se délitait, notamment à l'extérieur, et que du coup le gym passait vraiment une soirée cauchemar à chaque fois. Là, je vais m'avancer, en tout cas pour mon avis personnel, et vous me direz, messieurs, ce que vous en pensez naturellement. Mais là, je trouve que pour la première fois depuis quand même assez longtemps, on a trouvé un milieu de terrain qui a peut-être quand même souffert face à une très bonne équipe du championnat, mais offensivement, en tout cas, essayer de se projeter. J'ai pas eu la même impression de cassure entre le milieu de terrain et l'attaque qu'on a pu avoir, même à la maison, pour une victoire comme contre Metz. J'ai l'impression d'avoir vu une équipe un peu plus cohérente, bien que parfois en difficulté. Et ça, est-ce que c'est, comme le disait le commentateur de Canal, le très bon match de Morgan Sanson et lui, du coup, qui a un peu porté ce milieu de terrain? Est-ce que c'est le retour de Hicham Boudaoui? Est-ce que c'est ce système tactique et le fait qu'avec un Youssouf plus bas qui dédouane de certaines tâches défensives, permis d'aligner un milieu de terrain plus joueur avec un Kefren Turam
un peu en faux 6 qui partait de plus bas, donc dans un rôle dans lequel on l'a vu déjà faire de bonnes performances sur la phase allée. Très clairement, j'ai du mal à me dire que c'est une coïncidence que le milieu de terrain, en tout cas encore une fois à mon avis, ait montré un visage plus séduisant, bien qu'imparfait, avec ce changement tactique et le retour un peu de toutes les forces en présence. Je pense qu'il y a plusieurs explications. Le retour d'Hicham Boudaoui, forcément, il fait du bien. Déjà parce que c'est un petit pendentif porte-bonheur. Donc forcément, il apporte quelque chose en plus. Et puis, blague à part, il a une petite touche de technicité qui fait du bien au milieu de terrain. Il compense pour 2 joueurs tellement qu'il a un abattage important. Morgan Sanson, il s'est projeté. Il est allé au duel. Il a manqué un peu de vitesse par moment, très très intéressant. Je pense que sur ce match, ce qui nous a manqué un peu globalement avant de revenir sur le milieu de terrain, c'est peut-être un vrai joueur rapide. Je pense à Jérémy Boga avec les espaces qu'il y avait dans le premier quart d'heure dans le dos de Brest qui a pris le risque d'avoir des duels en 1 contre 1. On aurait pu faire un carnage absolu. Et puis globalement, il faut se le dire, on a bénéficié de beaucoup d'espace laissé par les Brestois volontairement. Et tout de suite, on voit que dès que l'équipe adverse vient nous presser, dès qu'on a un peu d'espace au milieu de terrain, on arrive à se projeter. Bien sûr que tout ce qui pêche à chaque fois, c'est la finition de nos actions, mais des situations dangereuses, on en a eu parce qu'on a su exploiter les espaces. Et ça faisait un moment qu'on n'était pas tombé sur un adversaire qui jouait et qui proposait un duel ouvert et qui restait pas recroquevillé dans sa moitié de terrain. La finition, on en reparlera probablement quand on parlera des phases offensives de l'OGC Nice, hein, mais une petite stat, c'est 13 tirs dans ce match-là, ce qui est globalement dans la moyenne des stats de l'OGC Nice, mais comme tu le dis Alric, encadré. J'aurais presque tendance à dire que c'est misérable. En face, Brest, c'est 17 tirs et 2 cadrés. Voilà, peut-être aussi le contexte du match et deux défenses extrêmement fortes qui ont poussé les attaquants à déjouer. Mais bon, très clairement, on en revient toujours à la même chose. C'est compliqué pour l'OGC Nice de se procurer de véritables occasions. Moi, personnellement, j'en vois qu'une. Hein, c'est ce duel de Evan Guessant et la frappe qui est déviée juste à côté en première période. Mais si vous le voulez bien, on en parlera plus tard. Je voudrais juste quand même d'abord entendre Jérémy sur ce milieu de terrain, s'il avait commencé à en parler. En plus, c'est lui qui lance ce sujet. Donc, à ton avis, est-ce que c'est une conséquence directe de ce changement tactique ? Est-ce que c'est le fait qu'on dispose à nouveau de tous nos joueurs, y compris du Prince de Béchar, notre talisman, nos Boudaoui, nos partis ? Ou est-ce que c'est aussi Morgan Sanson qui a, comme on le disait tout à l'heure, imposé son tempo, et quand Morgan Sanson va, au final tout va. Après oui, le retour de Hicham Boudaoui fait évidemment beaucoup de bien. Après je trouve pas qu'il ait fait un superbe match, hein. Il a fait un très bon match, tu as raison, hein, voilà. Mais en tout cas son volume et sa présence, déjà c'est autre chose. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, il a été forcément très important comme d'habitude. Après je suis pas super d'accord sur le fait qu'on ait fait un très bon match au milieu de terrain. Je trouve que Morgan Sanson a fait beaucoup de travail. Comme j'ai dit, Boudaoui a fait son match, même si je pense qu'on était quand même on pouvait attendre plus. En fait, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, bon, Youssouf va sûrement jouer en défense, mais dans les phases un peu plus offensives, il va peut-être se replacer au milieu. Je pense que dans ces phases-là, on va dire, tu as un milieu de terrain, Youssouf, Boudaoui, Thuram, Sanson, tu es quand même en droit d'attendre un petit peu mieux et en droit d'attendre un peu plus de maîtrise technique et tactique. Je trouve qu'on n'en a pas vraiment eu et qu'on a quand même beaucoup subi encore une fois au milieu de terrain. On reparlera après du match de Thuram, mais je trouve que dans l'ensemble, moi le milieu de terrain me frustre toujours beaucoup. J'attends toujours beaucoup plus. Je pense que je vais arrêter d'attendre beaucoup plus de ce milieu de terrain parce que c'est peut-être la solution. Arrêtez d'attendre. Voilà, je pense que c'est la solution. Il y a encore trop de phases où en fait la défense doit relancer de loin. Et nos attaquants se retrouvent dos au but à essayer de garder les ballons dos au but, et bon, ça passe une fois sur 5, on va dire, pour être gentil, donc c'est compliqué. Il faut qu'on ait un milieu de terrain qui soit plus dense et plus cohérent pour avoir plus de situations et se montrer un peu plus dangereux, prendre plus de risques aussi parce qu'il y a trop de passes vers l'arrière, ça prend trop de temps, je trouve, à se décanter. Donc bon voilà, milieu de terrain, moi je trouve pas forcément que c'était une très grande réussite, mis à part Morgan Sanson cet après-midi, quoi.
Tu parlais de Kefren Turam, je te propose qu'on reste sur la performance de Kef. Alors bon, on va pas revenir sur ce qu'on a dit ces dernières semaines. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous avez entendu que de toute façon, et je pense comme tout le peuple niçois, on attend plus d'un joueur qui a un immense talent. Une fois qu'on a dit ça, un poste un peu plus reculé pour Thuram, dans lequel il a pu plus souvent prendre le ballon et faire ses grandes enjambées, ce pourquoi on a appris à l'apprécier. Maintenant, encore une fois, je trouve avec un impact quand même extrêmement faible sur le jeu collectif niçois. Alors, on va regarder côté face, côté Psil. Côté face, c'est quand même lui qui a permis le plus souvent de remonter le ballon, de donner de l'oxygène à la défense, au milieu de terrain, de porter ce ballon à 35 mètres, même si on l'a dit déjà plusieurs fois depuis le début de l'émission, Morgan Sanson a quand même bien fait ce travail-là aussi, et notamment en première période. Côté Psil, encore une fois, on sent qu'une fois que le ballon monte, est-ce que ce sont des mauvais choix de sa part? Est-ce que c'est un manque de solutions proposées par les attaquants? Sûrement un peu des deux. Et en tout cas, globalement, ça reste assez stérile. La question est toute simple pour le match de Kefren Turam. Est-ce que est-ce qu'on attend trop de lui déjà, tout simplement? Et puis, et quand même en deçà de ce qu'on attend de lui, et ce déjà depuis le début de la saison. Mon problème, c'est que j'ai pas grand chose à dire sur son match, voire rien, parce que et c'est ça qui me dérange, c'est qu'on l'a quasiment pas vu en fait. Donc on va dire qu'il a fait du travail de l'ombre. Quelquefois, il y a eu des replis défensifs intéressants, des interceptions, tout ça. Il fait pas un mauvais match, encore une fois, c'est jamais ce qu'on dit, mais il traverse un peu le match, voilà. Ouais, on l'a pas vu. On l'a pas vu du tout, en fait. Donc, du coup, vraiment, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Donc, il y avait quelques émissions, je l'avais dit en plus, qu'on attendait, je pense, un peu trop de ce joueur. Je trouve que des fois, j'ai l'impression qu'on attend lui qu'il fasse un peu tout. Donc, voilà, c'est pas trop possible. Après, là, quand même, je veux dire, sur ce match-là, je trouve pas que sa saison est franchement réussie pour l'instant. Elle est pas mauvaise, mais je trouve qu'on est quand même en droit d'attendre plus au vu de ce qu'il a montré. Les 2 dernières saisons. Moi, je trouve que, peut-être c'est un joueur qui devient un peu plus complet par son replacement défensif, tout ça, mais moi, je trouve qu'on le voit de moins en moins, et sur ces matchs à l'extérieur, il y avait le match à Montpellier, on a vu un débat parce qu'il était en 6, on l'avait un peu plus vu. Franchement, depuis, il a eu sa blessure aussi, mais j'ai pas grand-chose à dire, et franchement, moi, son match cet après-midi, j'ai rien à dire parce que, franchement, on l'a pas vu, quoi. Il y a vraiment pas grand chose à dire. Alors peut-être que c'est moi qui ai vraiment pas été très alerte sur son match, qui ai pas vu les choses. Mais franchement là, honnêtement, je sais pas quoi dire sur son match. J'ai l'impression même que son match est plus réussi défensivement qu'offensivement, parce que tu disais de belles interventions. Son rôle a changé. Alric, voilà, on disait peut-être placer un peu plus derrière en fausse sentinelle. La question qui me revient, parce que j'ai un peu pédalé dans la semoule, ça a dû s'entendre d'ailleurs, mais Jérémy disait qu'il était un peu déçu par ce milieu de terrain, qu'il attend peut-être davantage dans la construction, dans la qualité de passe. L'idée, en tout cas, que nous, simples supporters, on avait quand tu vois en fait les joueurs alignés, quand tu vois les joueurs dans ton effectif, tu te dis le joueur, on va dire, le plus technique, le plus offensif, celui dont on attend qu'il fasse un peu le jeu, même si pas la manière d'un numéro 10 nécessairement, mais qui en tout cas mette un peu d'huile dans les rouages, c'est Kefren Turam. On l'attend depuis le début de la saison, mais peut-être à tort, on le disait dans nos numéros pendant la période du Mercato, dans le bilan qu'on a pu faire avec Pancho, notamment l'autre jour en direct sur Twitch. En fait, est-ce qu'il ne manque pas un profil, tout simplement, à ce milieu de terrain qui peut peut-être émerger d'un Sofiane Diop ou d'un Alexis Claude Maurice, même si j'ai beaucoup de mal à le croire d'ici la fin de la saison. Mais est-ce qu'il ne manque pas un profil je cite toujours l'exemple de Mika Seri Prime, mais est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui au milieu de terrain, qu'il faudra aller chercher l'année prochaine si on veut performer en Coupe d'Europe, si jamais on se qualifie? C'est un peu le chaînon manquant dans ce milieu. Alors pourquoi pas garder la percussion d'un Kefren Turam, le volume de jeu d'un Hicham Boudaoui, la puissance d'un Youssouf Ndachimie, mais qu'au milieu, il manque un peu en quelque sorte une plaque tournante. Alors, moi, j'ai noté plusieurs choses. Tout à l'heure, j'ai dit
que le milieu de terrain avait fait un bon match. Alors, il faut tempérer ce que j'ai dit parce que il a fait un bon match défensif. Tout de suite, quand on regarde dans les phases offensives, ce que j'ai noté, et c'est ce qui est assez frustrant, et je rejoins Jérémy sur ce point-là, c'est que ce sont nos défenseurs centraux qui font la relance. Et généralement, si vous regardez bien, il y a très peu de passes en phase offensive qui vont directement sur le milieu de terrain, mais on passe par nos latéraux qui portent le ballon, et il y a des échanges de passes entre nos latéraux et le milieu de terrain pour amener à une attaque, quand c'est de l'attaque placée. Quand c'est de l'attaque un peu plus directe, c'est une longue balle vers l'avant. Oui, ça saute le milieu de terrain directement. Voilà, Evan Guessant qui contrôle dos au but et qui décale un milieu de terrain qui est venu porter main forte ou un latéral. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le rôle de Khéphren Thuram, il a changé. Et ça, je peux l'affirmer pour une raison toute simple, c'est qu'on a reçu il y a quelques semaines Julien Sablé dans Copéclon qui a dit que la volonté, alors il s'est un peu mis en avant en disant que c'était son idée, et pourquoi pas, mais qui a dit que la volonté pour Khéphren Thuram, c'était de le placer dans ce rôle de numéro 6, pour qu'il devienne plus complet, parce qu'il était persuadé que c'était le poste dans lequel il était plus efficace. Et en fait, il faut accepter aujourd'hui que ce que lui demandait Didier Digard en lui disant prends le ballon, on traverse le terrain, fais-nous rêver et va marquer des buts, aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui c'est clair que l'équipe de Francesco Farioli, elle doit avoir une maîtrise avec et sans ballon. Et sans ballon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un placement, du pressing et de la récupération plus ou moins haute sur le terrain. C'est ça aujourd'hui qu'on demande à l'ensemble des joueurs, y compris à Khéphren Thuram. Donc, bien sûr qu'on aimerait bien le voir porter le ballon, faire ses longues chevauchées, marquer des buts et faire des passes D. Mais aujourd'hui, c'est plus ce qu'on lui demande dans la globalité. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match. Je trouve que sa deuxième mi-temps est un peu plus intéressante que sa première. Bien sûr, 2-3 fois, il s'est retrouvé dans les 30 derniers mètres et j'avais envie qu'il déclenche quelque chose. Il ne le faisait pas. À tort ou à raison, c'est selon. Et le troisième point sur lequel j'aimerais revenir, la question d'un créateur, bien sûr qu'il manque un créateur. Sur ce match-là, Morgan Sanson, dans le premier quart d'heure, il m'a fait penser que c'était lui le déclencheur. Parce qu'il portait le ballon loin vers l'avant. Il utilisait très bien le jeu en pivot d'Evan Guessant, et on y reviendra. C'est un des gros points forts de ce match. Et il a déclenché des choses. Mais très vite, on a compris que c'était une passade, parce qu'il est revenu se mettre au milieu de terrain. Et il n'y avait plus personne qui faisait de passes vers l'avant, parce que, comme je l'ai dit au départ, on a compris qu'en fait, on sautait le milieu de terrain. Et bien sûr, donc, il manque un vrai créateur. On l'a déjà dit depuis plusieurs fois, quelqu'un qui va prendre l'initiative de casser des lignes pour déclencher des attaques. Et ça, le problème, c'est que j'ai du mal à l'imaginer dans le système de Farioli actuellement par rapport à ce qu'il demande à ses joueurs. Après, est-ce qu'il demande ça à ses joueurs parce qu'il n'a pas ce profil de créateur pour reprendre ton mot, ou en tout cas ce profil qui fluidifierait un peu de jeu et qui lui permettrait de passer par le milieu, ou est-ce que c'est tout simplement pas dans son idée de jeu? C'est aussi tout à fait possible. Ce sera intéressant à voir l'été prochain lors du mercato, avec peut-être un départ de Khéphren Thuram, de voir par quel profil il sera remplacé. Messieurs, est-ce que on peut peut-être clore la page du milieu de terrain? On sait qu'on fait un focus un peu systématique sur ce secteur-là. C'est parce que au final, en défense, il y a peut-être 2-3 choses à dire aujourd'hui. On se le garde également pour la fin de l'émission, mais malgré tout, ça fonctionne. 11 buts encaissés en 20 matchs. Clean sheet chez le troisième. Un peu fin d'hémorragie à l'extérieur. Je pense que c'est une satisfaction, même si tout n'a pas fonctionné loin de là. Mais en tout cas, au niveau comptable, on prend. C'est comme d'habitude aussi un peu sur l'attaque qu'on va se concentrer, parce que c'est là où le bas blesse malheureusement. Alors, une animation un peu différente, on a voulu jouer sans tout à fait délier, en tout cas sur la première partie de match, parce que je pense que quand Mohamed Ali Chaud rentre en fin de match, il reste quand même beaucoup le long de la ligne. Ça s'est un peu changé dans les 20 dernières minutes, mais en tout cas à la base, le plan, c'est sans ailier, alors avec des milieux qui peuvent dézonner éventuellement. Mais la question, vous me voyez venir, c'est par rapport au rôle de Gaëtan Laborde, qu'on a vraiment circonscrit à son aile droite depuis le début de la saison, avec
le succès défensif qu'on connaît, en tout cas qui lui est reconnu par Francesco Farioli, et avec malheureusement la catastrophe comptable et d'influence sur le jeu offensif qu'on peut tous constater match après match. Là, il était dans cette espèce de rôle hybride dans les demi-espaces, un peu derrière Evan Guessant, sans être tout à fait en soutien. On peut pas dire malheureusement que c'est beaucoup mieux marché, et quand il était à la construction, parce qu'on l'a souvent vu être le premier à faire la passe en avant, mais très très bas aux 40 ou aux 50 mètres. Les rares fois où il s'est projeté vers la surface de réparation, ça a encore été un festival de mauvais choix, peut-être une perte de lucidité, probablement un grand manque de confiance, mais que ce soit à droite ou que ce soit dans ce rôle reculé dans l'axe, malheureusement, on a bien du mal à reconnaître le Gaëtan Laborde de la saison dernière. Je vais me permettre de commencer parce que je vais aller très vite. Moi, j'ai perdu le peu de patience qui me restait concernant à la fois le rôle qu'on attribue à Gaëtan Laborde. Je trouve que c'est du gâchis de sacrifier un joueur qui est capable de marquer des buts. C'est un buteur. Et je trouve que c'est du gâchis de le mettre dans une position d'inconfort aussi importante. Et la deuxième chose, c'est un festival de mauvais choix qui rend son match absolument abject. Parce qu'on peut regretter que Evan Guessant, sur la première occasion au début de match, n'ait pas la lucidité de lever la tête pour la donner à Laborde, qui a continué son action. Enfin, Laborde, si vous regardez bien, il apparaît pas dans l'écran en retrait. Ça veut dire que je sais pas où il est, je sais pas où il est sur le terrain quand on se pose la question s'il faut faire la passe en retrait. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et puis, c'est 2-3 fois où il a tenté des passes vers l'avant à une touche un peu à ce que faisait Balotelli à ses grandes heures, et qui le faisait très bien d'ailleurs lorsqu'il jouait chez nous. C'est insupportable. Et puis alors, des fois, le contrôle de balle et puis des passes simples, il y a tout qui va pas parce que son position n'est pas bon. Alors, même quand il touche pas le ballon, l'action où il laisse passer pour personne, alors qu'en fait il peut juste s'emparer de la balle, rentrer dans la surface et tenter une sacoche. Mais ça, c'est peut-être le signe d'un joueur qui n'est pas du tout en confiance, justement. Ah non, mais c'est clair, et j'en finirai là. C'est clair qu'il n'est pas en confiance. Je comprends ce que veut faire Farioli avec lui, je le comprends, parce qu'en plus, ça lui donne raison dans l'aspect plus général. Mais je trouve tellement dommage qu'on sacrifie un buteur. Parce que jamais tu demanderais à Mofi de faire ça. Ouais. Puis surtout dans une équipe où tu ne marques pas. Parce que si encore on était à 50 buts, tu pourrais te permettre de sacrifier un Gaëtan Laborde. Oui. Là, c'est plus compliqué, même si Evan Guessant, on en parlera dans quelques instants, a peut-être fait l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot niçois. À son poste. Ouais, je pense qu'il creuse son trou à son poste, mais je vais laisser Jérémy parler de Laborde. Voilà, Jérémy, la passe décisive sur Laborde, probablement un peu plus précise que celle distillée par nos milieux de terrain. Ouais, moi je vais répéter certaines choses qu'a dit Elric. Son match, encore une fois, vraiment compliqué. Enfin, tout le côté droit, de toute façon, ça a été dur cet après-midi. Le problème, déjà, la première chose, et c'est révélateur, c'est ce que tu as dit en introduction du sujet, c'est de dire, il apporte beaucoup défensivement, et il est là pour son placement défensif. Le problème, c'est que j'ai l'impression que là, on commence à dire ça de plein de joueurs. Alors, Thuram, avant, il faisait ça. Là, on le remet en 6. Boudaoui, pareil, on le recule un petit peu. Bon, après, on sait qu'il est très intéressant en 6, mais justement, avec déjà une défense à 3 et 2-6, c'est quand même compliqué de construire du jeu. Là, tu as un attaquant qui est intéressant par ses replacements défensif. Donc en fait, qui attaque. Parce que c'est la volonté de Farioli, ça, de bien défendre. Oui, voilà, oui, justement. Non, mais là, justement, je parle juste plus du schéma de jeu et de l'envie de ce qu'on veut montrer plutôt que des joueurs. Justement, à quel moment, du coup, tu peux construire du jeu et attaquer. Il te reste peut-être Morgan Sanson et Guessant devant. Donc voilà, c'est sûr que tu peux pas faire grand-chose. Donc ça, c'était déjà la première chose. Après, oui, Gaëtan Laborde, c'est dans la lignée des matchs précédents. C'est un joueur qui est pas du tout en confiance, qui est pas du tout à son poste. Mais après, voilà, comme l'a dit Eric, il y a quand même des choses, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a des passes simples qui ne fait pas. J'ai l'impression toujours qu'il prend 30 ans à faire une passe avec 50 contrôles, quoi. C'est lent à chaque fois, c'est pas possible. Que de mauvais choix. Et voilà, c'est pas possible. Et en fait, moi, ce qui me dérange,
c'est qu'au-delà juste du profil de Gaëtan Laborde, et c'est vrai que j'ai oublié de mentionner ce point-là quand on a parlé de la composition au début, c'est que tu es dans un match où tu sais que tu vas avoir des espaces derrière parce que Brest est une équipe qui joue bien, qui est joueuse, qui laisse des espaces et qui, comme on l'a vu pendant le match, n'hésite pas à attaquer et à défendre haut sur le terrain, quitte à être en 1 contre 1 après. Je pense qu'on aurait gagné à avoir Mohamed Ali Chaud un peu plus tôt sur le terrain ou Aliou Baldé pour justement profiter de ces espaces-là. Aliou Baldé sur le terrain, tu en demandes beaucoup quand même. Hein, mais bon. Malheureusement, on le voit pas beaucoup alors qu'il s'est toujours montré intéressant. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais justement, voilà, Evan Guessant a quelquefois été intéressant sur ces phases-là. Je pense que si on avait vu Mohamed Ali Chaud un peu plus tôt, ça aurait été mieux. Bon, malheureusement, voilà, je pense que le choix du profil était peut-être pas le bon. Mais voilà, après, bon, Gaëtan Laborde, moi, ça me dérange un petit peu parce que je suis quand même passé de dire que pour moi, c'était l'aiglon de la saison l'année dernière, un joueur qu'on critique un peu à tous les matchs. Mais bon, après, voilà, c'est sûr que dans les placements défensifs, dans les efforts, surtout que vu la prestation de Jordan Lotomba défensivement, ça a été important qu'il soit là. Mais je trouve que voilà, il est trop en difficulté. Et le problème, c'est qu'on a déjà trop peu de joueurs offensifs sur le terrain et trop peu de joueurs qui créent du jeu. Si en plus on a un attaquant comme ça qui doit tout le temps défendre et qui en plus n'est pas en confiance, je pense que c'est pas la bonne solution pour moi. On verra ce qu'il adviendra du rôle de Gaëtan Laborde dans le 11 s'il y demeure, hein, avec les retours de Terem Moffi et de Jérémy Boga. Alors juste, je me permets quand même de féliciter les 2 aiglons que je viens de citer, qui sont demi-finalistes de la CAN. Alors forcément ça nous coûte et on va encore devoir s'en passer pour les 2 prochains matchs, hein, pour Montpellier, pour Monaco, mais c'est vrai on glisse quand même un petit mot à nos deux représentants dans cette compétition internationale qui continuent leur petit bonhomme de chemin, même si en fait ils ne jouent pas du tout, mais bon voilà, au moins ils reviendront frais et dispo j'imagine, et je l'espère pour un d'eux couronné d'un titre de champion. Alric, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, pas de souci. Première chose, je pense que la Côte d'Ivoire va gagner la CAN, mais ça n'engage que moi. Ouais, l'histoire, le scénario semble très très écrit là, très clairement. Ouais, c'est évident. Par rapport à Gaëtan Laborde, je note un paradoxe assez monstrueux. Peut-être que ça vous a pas fait tilt, mais moi, ça m'a fait tilt en tout cas sur ce match et depuis plusieurs matchs déjà. C'est que on lui demande d'être défensif. Il est donc en difficulté offensivement. Et à chaque fois, c'est lui qui sort. Donc si son coach le fait sentir à chaque fois avant la fin du match ou dans les 10 dernières minutes, c'est bien qu'il note qu'il y a un truc qui va pas. Donc pourquoi il insiste vraiment? Pourquoi il insiste? Parce qu'en plus, au début, on aurait pu dire oui, mais Mohamed Ali Chaud, il fait moins de retours défensifs. Mohamed Ali Chaud, il a tenté un truc offensif quand il est rentré, il a perdu le ballon, il n'est plus jamais monté. Il est resté au milieu de terrain et il a fait beaucoup de travail défensif. Et donc je rejoins ce que tu disais, je crois que c'est toi Sky qui disait, ou même Jérémy, il a manqué de la vitesse au début de ce match. Je suis sûr qu'avec un ailier beaucoup plus percutant, on leur mettait le feu en première mi-temps, c'était sûr. Voilà, c'était juste ce que je voulais noter. Le fait que Laborde sorte à chaque fois en cours de match. Ouais, on sent un petit énervement aussi d'ailleurs sur cette rencontre. Hein. En Laborde, plus. je pense bien gentil et bon soldat, mais la saison va être encore très très longue pour lui, très clairement. Vous parliez du match, on va peut-être dire quelques mots sur la défense en parlant de Jordan Lotomba. Voilà, hein, sur X, de nombreuses réactions sur ce côté droit dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, hein, Jordan Lotomba, Gaëtan Laborde, probablement les 2 aiglons les moins bons il y a quelques instants, puisqu'on enregistre juste après le match, ça semble déjà être une autre journée, mais de toute manière globalement sur ce début de saison et sur cette dernière semaine particulièrement, c'est parmi les moins bons dans ce 11, si ce ne sont pas les 2 moins bons tout simplement. Changement total à l'heure de jeu, à la 64e minute, avec les entrées du coup, on le disait, de Mohamed Ali Chaud à la place de Gaëtan Laborde et de Valentin Rosier pour sa première apparition en rouge et noir à la place de Jordan Lotomba. Alors on s'est beaucoup posé la question, notamment dans la dernière émission, est-ce que il osera faire jouer à la fois Valentin Rosier, Mohamed Ali Chaud et de l'autre côté Jérémy Boga et risquer d'un peu ce déséquilibre? Alors on n'aura pas la réponse là, puisqu'on a eu quand même un côté gauche qui a été toujours
bien équilibré défensivement avec Morgan Sanson et avec Melvin Barr qui est resté encore un quart d'heure de plus, mais on a pu au moins voir ces deux joueurs ensemble. On sait qu'ils ont vocation à jouer ensemble. Et je vous propose de dire un peu, peut-être à commencer par Mohamed Ali Chaud, parce que Alric en a dit quelques mots, donc avec Jérémy. À titre personnel, j'ai trouvé, et Alric en a dit, on a touché un mot, que il a fait vraiment le taf défensivement, ce qui est peut-être un peu notre inquiétude. Il a quand même, moi j'ai trouvé qu'il avait essayé un peu plus de se projeter que ce que tu disais. Je l'ai trouvé assez intéressant dans cette capacité à porter le ballon et à donner un peu d'air, peut-être pas assez, au bloc niçois en fin de rencontre quand Brest était à l'abordage. Jérémy, quelques mots sur la performance, la demi-heure de jeu de Mohamed Ali Chaud. J'ai bien aimé parce que justement, comme tu l'as dit, défensivement, je trouve que il a plutôt bien travaillé avec Valentin Rosier aussi sur ce côté droit. Je trouve qu'offensivement, alors c'était peut-être pas forcément visible, il a quand même été assez intéressant parce qu'en fin de match, on a quand même réussi à avoir 3 coups francs, il me semble, grâce à lui, assez haut sur le terrain. Justement, à chaque fois, il passait pas parce qu'il subissait quand même des fautes assez énormes aussi, parce qu'il était quasiment passé à chaque fois. Donc non, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Après, il a pas non plus pu montrer beaucoup de choses, mais sur les quelques fois où il a eu le ballon, je trouvais qu'il y avait un petit peu de, justement, il y avait la vivacité, il y avait de l'envie. C'était vraiment pas mal. Donc, j'ai quand même hâte de le revoir un peu plus souvent. Et j'espère qu'il va pas non plus être un peu cantonné au fait de... c'est important toujours les replis défensifs évidemment, mais de pas non plus être trop défensif parce que je pense que c'est quand même un joueur qui aime beaucoup se projeter et faire beaucoup de différence par le dribble aussi, donc je pense qu'il faudra vraiment s'appuyer là-dessus. Je pense que notamment quand on aura aussi le retour de Jérémy Boga, si on a son penchant à droite qui est Mohamed Ali Chaud, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc j'ai hâte d'en voir un peu plus de sa part. Je te propose de garder la main sur la première de Valentin Rosier, une entrée où il s'est peut-être pas trop montré offensivement, encore que toujours plus que Jordan Lotomba. C'est pas très dur, certes, mais quand même, on l'a vu au moins dépasser le milieu de terrain. Je suis un peu vache sur Jordan Lotomba qui, notamment en début de rencontre, s'est retrouvé aux abords de la surface, a tenté quand même quelques trucs. Bon, on ne les a pas réussi malheureusement. Voilà, certes, mais bon, après, moi je veux bien être incisif et parfois de mauvaise foi, mais pas encore tout à fait mensonger. Mais bon, globalement, jouer un duel pour Jordan Lotomba, c'est toujours pas possible, alors que Valentin Rosier joue même les duels avec ses coéquipiers. Voilà, donc le mec, on sent qu'il y a eu quand même une autre envie. Qu'est-ce que tu as pensé, Jérémy, de cette première pour Rosier? Alors j'ai trouvé vraiment intéressant aussi. Alors bon, j'avais hâte qu'il rentre, honnêtement aussi, donc je pense que je serais pas forcément super objectif, mais son entrée est quand même intéressante, sachant qu'il n'était pas apparemment non plus à 100% physiquement. Donc là, il a disputé quelques minutes de jeu aussi, je pense, pour se mettre dans le rythme. J'ai trouvé intéressant parce que je nous ai senti quand même moins en danger sur le côté droit quand il est rentré, il a bien tenu son côté et petit à petit justement déjà dans les intentions c'était intéressant, il a quand même récupéré 2-3 ballons et petit à petit dans le match, en fin de match il est un peu plus monté. Le dernier corner, il me semble qu'on a du match, c'est lui qui va le gagner quand même, oui. Il va pousser le défenseur brestois. Ça se joue pas grand chose, il arrive à la passer à Mohamed Ali Chaud qui peut pas la remettre dans l'axe, mais bon, on aurait pu avoir une belle occasion. Donc j'aime bien justement les joueurs qui vont à chaque fois au bout et qui essayent de récupérer le ballon comme ça. Donc c'était intéressant déjà dans l'envie et dans l'engagement ce qu'il a montré. Et un peu plus de cohérence, je trouve, dans ce qu'il a montré en une demi-heure. Donc c'est quand même assez prometteur. Et bon, ça contraste malheureusement avec le match de Jordan Lotomba qui était vraiment compliqué. Et bon, je veux dire, il est tout le temps dos au jeu, tout le temps en train de faire la passe vers Boulka. Enfin, moi j'ai une image en tête, c'est à chaque fois il se retrouve sous pression, il sait pas quoi faire, il fait la passe à Boulka en arrière ou à Todibo. Donc c'est compliqué. Il a toujours été plutôt cohérent défensivement. Là, j'ai trouvé un peu plus en difficulté. Le problème, c'est que tu peux pas apporter si peu offensivement quand t'es latéral, quoi. Surtout quand t'es plutôt en position de piston, parce que t'es à 3 défenseurs derrière. Il faut que tu apportes beaucoup plus offensivement. C'est pas possible. Vu qu'on n'a pas un milieu de terrain qui apporte assez de solutions et qu'on n'a pas assez d'occasions, il faut au moins qu'on ait des latéraux qui proposent des choses.
Melvin Barr, c'est pas son point fort, mais je trouve qu'au moins il essaye, il apporte quand même beaucoup plus de solutions cette année de ce point de vue-là. J'allais te dire, Melvin Barr a pas tout réussi, pas beaucoup plus, quoi. Mais on l'a vu aux avant-postes tenter beaucoup plus de choses. Donc si au minimum Jordan Lotomba, il y a des matchs où tu ne réussis pas tout, mais t'essayes. Au duel, il tente et il essaie de combiner justement avec son attaquant, tout ça. Avec le milieu de terrain de son côté, il a tenté des choses. Au moins, on l'a vu. Mais ouais, Jordan Lotomba, on l'a pas du tout vu quoi offensivement. C'est quand même super dommage parce que en plus on l'a vu qu'il en était capable avec Didier Digard il y a l'année dernière et c'était super intéressant quand il était à ce niveau-là. C'est quand même vraiment dommage qu'il n'a pas pu réussir à continuer sur cet élan-là quoi. Alric, sur Valentin Rosier, est-ce que tu trouves, comme l'a dit Jérémy, que ça a un peu sécurisé le couloir? Moi, j'ai trouvé, mais je pense qu'il y a aussi un manque d'automatisme avec ses coéquipiers et peut-être aussi un manque de consignes, d'assimilation des consignes du coach Farioli et peut-être un petit déficit physique, parce qu'il est resté sans jouer pendant de nombreuses semaines. J'ai quand même trouvé que dans la relance en fin de match, mais ce n'était pas le seul, donc c'est pas pour lui envoyer un scud immédiatement. Je trouvais quand même que dans la sortie de balle, ça a été un peu compliqué quand il est rentré. Peut-être par contre, et peut-être que tu me répondras à ça, que c'était collectivement compliqué et que de toute façon, c'est le bloc brestois qui nous a mis la tête sous l'eau à ce moment-là et qui n'a pas démérité davantage qu'un autre. Tu as abordé exactement ce que je voulais dire. En fait, quand il est rentré, j'ai eu l'impression que c'était un peu du hurrah football en ressortie de balle. C'est-à-dire qu'il ne se posait pas la question, il envoyait une grande balle vers l'avant, on faisait plus de construction. Je crois que Farioli 2-3 fois s'est un peu énervé en disant non mais il faut essayer de ressortir un peu propre. Non, il s'en foutait, il s'embarrassait pas, il envoyait le ballon loin devant et ça m'a fait un peu rire parce que je me suis dit il doit avoir les fourmis dans les jambes parce que il tape tous les ballons qu'il peut taper, il fracasse ses propres coéquipiers en allant au duel, il essaie de monter en toute fin de match, il est monté, je me suis dit enfin un latéral à droite qui fait des choses intéressantes. Donc non, moi je trouve que c'était plutôt une bonne rentrée. Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait au top dans l'assimilation des consignes. Je pense que physiquement, il manque encore deux, trois trucs. Mais il a fait ce qu'il fallait faire pour garder le but de Boulka inviolé. Donc c'est une bonne rentrée globalement. Et puis je pense que même si ce qu'on a vu, c'est très peu par rapport à un match entier, ce côté droit Rosier, Mohamed Ali Chaud, il peut avoir quelque chose d'intéressant à proposer sur les prochaines sorties avec l'OGC Nice. Il y a très clairement un gym à deux visages avec Lotomba et Laborde. Pas grand-chose de réussi, mais un côté peut-être très scolaire, très appliqué et très défensif. Il y a un côté un peu plus hurrah football en fin de match avec Rosier et Chaud, même si globalement, je pense que le match c'est décousu au fil du temps, la fatigue, au fil de l'eau en fin de match, tu sentais que le ballon partait un peu dans tous les sens, il y avait un peu de tension, donc je pense que ça a aussi eu effet de contagion, y compris sur Valentin Rosier. À revoir rapidement, pas sûr qu'il ait les jambes pour être titulaire en coupe face à Montpellier dans quelques jours, mais à suivre. De toute façon, il y aura du temps de jeu à prendre à ce poste-là. Avant d'ouvrir nos dossiers, parce qu'il y a encore deux, trois trucs à dire, mais on triche cette fois, on se les est partagés avant l'émission. Donc du coup, je sais de quoi vous avez parlé. Je vais un peu essayer de faire la fin du programme en fonction. Je voulais résumer ça tout simplement en revenant un peu au classement et puis en retaquinant un peu Jérémy par rapport au début de l'émission. Est-ce que ce match nul face à Brest, au final, c'est une bonne opération pour l'OGC Nice? Est-ce que c'est un incendie qui s'éteint à l'extérieur? Est-ce que c'est un bon point de prix avant d'aller jouer une qualification au quart de finale et d'essayer de mettre à distance un autre poursuivant pour le podium, même s'il s'en est éloigné en la personne de Monaco, ou est-ce qu'on est vraiment encore une fois dans la frustration d'un OGC Nice qui, un peu comme au match aller, même si le score est identique, mais je pense que le contenu est très différent, si comme au match aller, l'OGC Nice n'a tout simplement pas réussi à gagner le match qu'il fallait et franchir ce cap qui lui ferait tutoyer les étoiles de la Ligue des Champions? Jérémy? C'est un petit peu inquiet sur ça, parce que après c'est sûr que on dit souvent est-ce qu'on va rester deuxième ou pas, on l'est toujours, ok,
En fait, ce qui me fait un peu peur, je vais prendre l'exemple de Monaco, c'est que ça fait quand même, je pense, 5-6 matchs que par exemple Monaco n'avance pas trop. Je crois que leur seule victoire de mémoire, c'était à Toulouse. Et ça a été encore une victoire un peu heureuse, mais sinon ils ont quand même 2 défaites et 2 matchs nuls. On n'a pas du tout profité quasiment de cette phase-là où Monaco a pas pris beaucoup de points. Donc je prends l'exemple de Monaco parce qu'ils étaient 3e et juste derrière nous il y a quelques matchs. On n'a que 4 points d'avance, alors qu'ils ont eu cette phase où on aurait pu leur prendre beaucoup plus de points. Il suffit qu'on perde le match contre eux la semaine prochaine, ils reviennent à 1 point, typiquement. Lille, pareil, à un moment donné, on avait une bonne avance, on n'a pas non plus une avance incroyable sur eux. 4 points également. Ça va se jouer voilà, 4 points, alors qu'il me semble à un moment donné qu'on avait quand même beaucoup plus de points d'avance sur Lille. Lens qui revient à 7 petit points à petit, aussi, voilà, ils reviennent petit à petit, tout doucement mais sûrement. Donc voilà, heureusement qu'on a gagné contre Metz aussi pour continuer à être à cette place-là. Je suis pas forcément, je suis confiant pour l'Europe bien sûr. Je suis pas super confiant pour le podium encore, par contre, parce que je pense qu'on va continuer à avoir du mal, notamment contre Lille et Monaco. On a les armes pour lutter, on peut y arriver, mais je dis juste que ça va être compliqué. Il faudrait juste arriver à corriger tous ces problèmes dont on a parlé dans l'émission et dans les autres émissions. Le fait qu'on n'ait pas assez de créativité au milieu de terrain, qu'on n'ait pas assez de finition devant les buts. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va compter au final. Pour l'instant, ça tient, mais pas sûr que ça tienne jusqu'au bout. Donc, il va falloir qu'on commence à faire un petit peu mieux. Donc, on va avoir une semaine très importante, notamment la Coupe de France. On va voir si on va pouvoir aller au bout, notamment, bon, le match contre Montpellier, c'est toujours particulier. Aller à la Mosson, c'est toujours compliqué pour nous. Donc, c'est pas un super tirage, je trouve. Ça va être super compliqué. Et après, contre Monaco, je pense que le match contre Monaco va être vraiment décisif sur beaucoup d'aspects parce que soit on les met à 6 points, soit ils reviennent à 1 point. Donc ça va être une gestion qui va être différente. Donc je pense qu'on y verra un peu plus clair, notamment après ces 2 matchs-là sur la fin de saison. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est 50-50 pour le podium pour l'instant. Ouais, il y a une petite frustration quand même qui reste du côté de Jérémy, mais très bien argumenté, on comprend tout à fait. Alric, voilà, au-delà du seul aspect comptable, qui est évidemment important, plus la saison avance, moins il reste de matchs et on regarde naturellement davantage nos poursuivants que le Paris Saint-Germain qui est 8 points devant à la première place et avec qui de toute façon nous ne sommes pas concurrents. Mais pour toi, voilà, entre le contenu affiché aujourd'hui, le mercato aussi, même si on en a déjà beaucoup parlé, et puis ce classement, est-ce que le match nul face à Brest, ça a un petit goût amer, ou est-ce que pour toi c'est une première étape correctement passée d'une semaine, comme le rappelle Jérémy, qui risque fort d'être décisive pour la suite des ambitions de l'OGC Nice, que ce soit en coupe, quand même quart de finale, avec en plus les équipes, les petits poussés qui peuvent rester, tu peux déjà rapidement te projeter sur quelque chose de très beau, et puis voilà, en championnat où certes les poursuivants se rapprochent, mais où c'est toujours toi qui es devant. Moi je pense que c'est un bon point pris à Brest aujourd'hui. Il faut accepter que quand tu as des situations et tu marques pas et que ton adversaire a des situations et ne marque pas, chacun aurait pu l'emporter. Je pense qu'il faut savoir se contenter d'un match nul quand tu ne peux pas gagner un match. Ce que plus ou moins Romain Del Castillo a dit d'ailleurs après le match sur les antennes de Canal, oui, c'est le genre de match qu'ils auraient perdu l'année dernière et là autant s'en satisfaire. Ouais, tout à fait. Et même le capitaine brestois l'a dit, beaucoup de situations de part et d'autre, très peu d'occasions nettes de part et d'autre, un point plutôt logique. Moi, j'avais très peur non, j'espérais qu'on gagne ce match, mais j'avais un peu la crainte que emporté dans une espèce d'euphorie, Brest nous en plante un. On en parlera après, mais les 10 dernières minutes, les 15 dernières minutes m'ont fait un peu peur. Mais globalement, voilà, c'est un bon point. Je pense très sincèrement qu'à domicile contre Monaco, on sera en mesure de faire un résultat. On est sur 6 victoires consécutives. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Monaco. Parce que l'OGC Nice, voyons. C'est la réponse à toutes les questions. On disait pareil contre Brest. Et l'OGC Nice, c'est la preuve d'une solidité qu'on a réussi à retrouver malgré 3 défaites consécutives. L'OGC Nice a parfaitement les armes de finir la saison correctement. Monaco n'a pas fait un grand match aujourd'hui à domicile face au Havre, qui est une équipe un peu poil à gratter, et ça s'est vu. Donc non, moi je suis confiant. Je vois pas pourquoi la série à domicile de victoire s'arrêterait. Donc j'envisage une victoire à Monaco dans le derby
à la fin de semaine. Et concernant la Coupe de France, écoute, on est en 8e. J'avais eu l'occasion, la chance d'interroger nos joueurs, enfin deux, trois joueurs, il y a quelques semaines, sur ce qu'ils préféraient avoir un déplacement à Montpellier ou un déplacement face à une N2 en Picardie. Très clairement, ce qui est sorti, c'était que c'était plus intéressant d'aller jouer à la Mosson. Maintenant qu'on y est, il faut aller chercher cette qualification, s'offrir la possibilité d'un doublé podium Coupe de France. On y est. Alors pourquoi pas de rêver. Je pense que l'OGC Nice a tous les arguments pour continuer à rester sur le podium. Aujourd'hui, il n'y a pas de signal d'alarme de mon côté à tirer. Alors c'est toujours aussi parfois ennuyeux pour certains. On manque de certitude, notamment offensive, mais on est très loin d'être en grande difficulté. Alric, je te propose de garder la main pour nos dossiers de fin d'émission, ceux dont on n'aurait pas encore parlé dans l'actualité du gym ou dans cette rencontre face à Brest. Et il me semble que tu voulais dire quelques mots sur Marcin Bulka. Sur Marcin Bulka, qui symbolise en fait un problème qu'on a rencontré dans le dernier quart d'heure. L'espace entre la 65e et la 75e minute, où je pense que si j'avais un verre dans la main, je l'aurais cassé. Les passes, les relances absolument immondes qui partaient de Marcin Bulka, qui perd 3-4 ballons très chauds. On a nos défenseurs qui, au bout d'un moment, ne savaient plus relancer correctement. Ils gardaient le ballon trop près. Ils attendaient le dernier moment pour faire une passe et ils se loupaient. Franchement, avec un peu plus d'adresse, les attaquants brestois auraient mérité de nous en planter un. Parce qu'on faisait n'importe quoi. Et c'est d'autant plus surprenant que on sait que Marcin Bulka et nos défenseurs s'amusent à faire beaucoup de petits exercices de relance sous pression. Et ils maîtrisent ça à la perfection. Ce qui a très bien marché depuis le début de la saison. Et même aujourd'hui sur la majorité du match. Exactement. Mais alors, j'ai pas compris pourquoi dans le dernier quart d'heure, ça a été la panique. La panique totale. Et franchement, on aurait presque mérité d'en prendre un, tellement on donnait le bâton pour se faire battre. Par chance, Brest n'a pas su saisir cette occasion, mais voilà, j'aimerais que si on arrive à gommer ce genre d'imperfections qui peuvent coûter très très cher, ça serait bien parce que par exemple, tu fais ça contre Monaco à la fin de la semaine ou à Montpellier mercredi, pas sûr que tu t'en sortes aussi bien. Malgré un clean sheet et globalement peu d'occasions franches concédées contre Brest, c'est vrai que ces relances un peu en difficulté, on le disait pour Valentin Rosier, pour Marcin Bulka, voilà, un peu pour tout le monde dans le dernier quart d'heure. Des statistiques aussi dans les duels gagnés assez basses, on les a pas toutes, mais on a vu Melvin Barr qui était à 25% de duels gagnés à un moment du match. Plus étonnant, voilà, encore, tu es plus rapide que moi sur le ballon, mais 33% pour Jean-Claire Todibo de duel gagné. C'est assez étonnant, mais bon, le résultat est là avec 0 but encaissé et ce match nul rapporté. C'est bien l'essentiel, mais il faudrait effectivement ne pas reproduire ces quelques errements dans un match élimination directe et dans un derby, très, très clairement. Jérémy, ton dossier sur cette rencontre-là, si on ne t'a pas coupé l'herbe sous le pied. Bon, ça va être très, très rapide et ça va te faire plaisir, Sky, je pense. C'est l'entrée de Tom Louchet. Plutôt content de le revoir encore rentrer en jeu et j'espère qu'il sera titulaire à Montpellier, comme il a été à Bordeaux pour le tour précédent en Coupe de France. Je trouve que c'est bien de voir qu'on a petit à petit des jeunes qui jouent avec les pros comme ça et c'est juste satisfaisant de voir qu'on a des jeunes du centre de formation qui sont là. Donc bon, il y a Evan Guessant, mais qui maintenant est quand même un peu plus confirmé pro depuis 2-3 ans. Et bon, en tout cas, c'est bien de voir Tom Louchet. Je pense qu'il symbolise un petit peu aussi ce que veut faire le club avec le centre de formation et les jeunes. Donc je pense que pour les jeunes, c'est un exemple à prendre en considération, un peu l'arrivée de Tom Louchet avec les pros, qui a fait son entrée, qui a été là. Bon, il n'a pas eu le temps de montrer grand-chose, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le voir entrer en jeu. Il est rentré au milieu de terrain, cette fois, si je ne dis pas de bêtises. Donc on sait qu'il peut y jouer, on l'a vu ces dernières semaines, mais bon, voilà. Il a pris ses responsabilités en tirant des coups de pied arrêtés, c'est à noter. Moi, j'aime bien un jeune qui prend ses responsabilités. Bon, il a un peu de mal à lever le ballon. Comme tout le monde, c'est l'ADN du club. On en est à 250 corners sans marquer également. Mais bon, par contre, le fait qu'il le fasse, c'est intéressant. Ça fait partie de ces petits détails qui me font dire, lui,
il a vraiment une chance de s'imposer dans le groupe pro. Je voudrais terminer, messieurs, quand même sur une note d'optimisme, ça sera mon dossier. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ces dernières semaines, je trouvais que l'équipe se délitait un peu, notamment au niveau cohérence, solidarité. Alors beaucoup à l'extérieur, hein, forcément, c'était là où c'était le plus flagrant, mais même ce match face à Metz, où au final, le G6 n'a pas trop montré grand-chose collectivement. Là, on a vu beaucoup de séquences de jeux rapides, de redoublement de passes, une certaine intensité dans les duels, même si, encore une fois, on ne les a pas tous gagnés, loin de là. Cette solidité défensive, cette solidarité en fin de rencontre, en fait, j'ai un peu revu ce que le gym de Farioli, ce que le fariolisme nous montrait peut-être dans ces premières semaines, ces premiers mois d'existence à l'automne, et ça m'a fait plaisir en fait de dire c'est peut-être un peu back to basics, même s'il y a un changement de système tactique, mais ça fait partie de tous ces matchs où on se disait en début de saison, au moins contrairement à l'année dernière, ces matchs-là on ne les perd pas. Et on se dit qu'en fait, si on continue, comme tu l'espères et tu l'appelles de tes vœux, Alric, à rester intraitable à domicile, et qu'à l'extérieur, contrairement à cette phase entre décembre et janvier, tu n'exploses pas, mais tu arrives à faire ces matchs courageux et pas face à n'importe quelle équipe, avec le Stade brestois, en fait, tu vas crânement pouvoir jouer ta chance sur le podium jusqu'au bout. Donc j'espère, et y compris à la maison, parce que c'est un derby, lors de la prochaine rencontre face à Monaco, qu'on mettra les mêmes ingrédients, même intensité. Et après, comme le disait Jérémy, avec un peu plus de réussite et en gommant un peu les dernières imperfections qui font qu'on marque peu de buts, qu'on se met quand même des fois en danger pour pas grand-chose, et face à des équipes aussi talentueuses que nos rivaux de l'AS Monaco. Voilà, c'est pas dit que ça se fasse sans faire d'huile en fin de rencontre. Messieurs, voilà, on se retrouve probablement jeudi soir. On a encore un peu notre planning à fixer, mais jeudi soir tard. Je pense que la plupart d'entre vous auront le podcast vendredi matin pour débriefer, on l'espère, une qualif dans le Final 8 de la Coupe de France du gym. Donc on espère qu'on restera sur ces notes optimistes encore quelques jours et quelques semaines. Mais d'ici là, messieurs, merci de m'avoir accompagné dans cette émission encore une fois. Et surtout, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.